Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept 10 films en vrac. Voilà, j'avais envie de vous proposer un nouveau programme, quelque chose qui va vous accompagner un peu cet été. Un programme qui va être assez long, ça va être majoritairement de l'audio, voilà, ça va être moi qui parle avec des affiches qui vont apparaître à côté, rien de plus. Mais j'avais envie un peu de reprendre ce principe des 50 meilleurs films où juste je parle de cinéma de manière simple, j'enchaîne les films. Et donc dans cette émission, on va parler de, comme son nom l'indique, 10 films en vrac. Pour cette émission, j'utilise divers sites internet qui permettent de faire popper un film parmi tous les films qui existent au monde de manière aléatoire. Et on va en parler de 10. Il n'y a aucune sélection particulière, il n'y a aucune ligne de conduite ou cohérence dans cette liste. C'est vraiment des films aléatoires et ça me permet de parler de différents cinémas, de différentes époques, de manière simple. Le seul principe, c'est qu'il faut que j'ai vu le film. À partir du moment où j'ai vu le film au moins une fois, même si je m'en souviens pas très bien, j'en parle et on aura 10. Et c'est comme ça. Avant de commencer, je tiens évidemment à remercier Etis qui m'a fait ce nouveau masque. Putain, mais qu'est-ce qu'il est cool, vous le voyez. C'est quand même trop la classe. Il y a quelqu'un qui m'a fait un masque personnalisé. C'est extraordinaire. Vraiment, je le remercie, mais tellement, c'est un truc inespéré, quoi, d'avoir un masque à moi. Et là, on voit vraiment bien mes yeux. Il n'y a plus de galère. Bref, il déchire. Il y a son site internet qui sera en description. N'hésitez pas à aller checker. Il fait d'autres œuvres, d'autres masques. Et si jamais vous voulez un masque en cuir comme celui-là, allez checker. Ça vaut la peine. Il fait du super boulot. Et encore une fois, merci Etis d'avoir fait ce masque pour moi. Merci. Et avant de commencer cette longue émission, le but c'est que ça va durer quasiment 1 heure. Donc c'est vraiment le genre d'émission que vous pouvez faire en faisant autre chose, durant un trajet en voiture, la vaisselle, le montage d'un meuble Ikea. Voilà, ce type d'activité où vous n'avez pas vraiment besoin de l'audio et vous pouvez faire autre chose de vos mains. C'est plus à ça que ça sert cette émission-là. Avant ça, je tiens à vous préciser qu'on va bientôt enregistrer notre nouvel épisode des meilleurs scénaristes d'Hollywood avec David de The Film Talker et qu'on a un Tipeee. Et si vous avez envie de nous soutenir pour obtenir les bonus liés à cet épisode-là, pour faire partie de la liste du discours de remerciement, faites-le vraiment ce week-end. S'il vous plaît, c'est vraiment important pour nous que vous nous souteniez si vous aimez bien ce programme. Voilà, c'est sur Tipeee et encore une fois, le lien apparaît par là. Allez, c'est parti, premier film en vrac. Et on commence avec 2 jours à tuer, réalisé par Monsieur Baker. C'est ça, j'ai oublié le nom de ce réalisateur. Jean Baker, voilà, réalisé par Jean Baker en 2008 avec Albert Dupontel. Donc le pitch, si je me souviens bien, c'est un film que j'ai vu qu'une seule fois au cinéma à l'époque. C'est Albert Dupontel qui pète un peu un câble lors d'un dîner et qui va traverser la France pour aller quelque part. Je crois qu'il va carrément jusqu'en Irlande, si je ne m'abuse. On ne sait pas trop pourquoi. Et voilà, en 2 mots, on sent qu'il profite de la vie d'une manière spontanée et un peu étrange, et on ne sait pas trop pourquoi. Et le film va tourner autour de ce côté épicurien soudain, et le pourquoi, il y a une révélation, tout ça. J'aime bien Jean Baker dans l'idée. Jean Baker, c'est vraiment un peu le réalisateur à papa, quoi, le spécialiste du terroir français. Il a fait des films que je trouve vraiment excellents. Moi, j'aime beaucoup Effroyable Jardin, je pense que je suis pas le seul. Je suis un grand fan des Enfants du Marais. Voilà, c'est ce côté un peu vieille France. Voilà, le côté terroir, les paysans, la France d'antan qu'on arrive à sublimer, les personnes de la terre. Il a fait aussi Dialogue avec mon jardinier. Il en a fait plein, franchement. Et celui-là, il a un peu cette veine-là, de ce côté, la beauté du quotidien, la beauté de la France, la beauté du terroir, encore une fois, parce qu'à la fin, il va finir à pêcher, je sais plus où. Je crois que c'est en Irlande, si je ne m'abuse. Après, fondamentalement, le film est supposé être basé sur une forme de révélation, parce que il y a 2 jours à tuer, on se comprend, il y a un changement très soudain chez le personnage principal qui pète un câble durant un dîner, et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et dans cette vidéo, je ne vais évidemment pas vous révéler le twist, et ce sera le cas pour tous les autres films, chaque fois c'est sans spoiler, et si vraiment j'ai besoin ou j'ai envie de spoiler, je vous le préciserai, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc il y a Albert Dupontel qui est dans le rôle principal. Des choses marquantes dont je me souviens de ce film, il y a une séquence sur l'autoroute où... je bois un peu d'eau. Il y a une séquence sur l'autoroute où je sais qu'il fait un excès de vitesse de dingue, et il y a ce côté vraiment profiter de la vie à fond, quoi, qui est représenté un peu par cette séquence. Je m'en souviens pas de grand chose d'autre, autre que j'avais trouvé ça un peu prévisible, mais pas désagréable. Et j'avais l'impression que le film durait 1 demi-heure, ce qui est souvent bon signe, parce qu'un film qui paraît durer peu de temps, c'est que t'as pas trop eu le temps de t'emmerder. Mais c'est juste que, finalement, j'ai l'impression qu'il y avait très peu de contenu dans ce film, et que tout était très attendu, donc c'est passé vite, mais j'en ai pas retenu grand-chose. Donc 2 jours à tuer, voilà, c'était un des derniers Jean Baker que j'ai vu au cinéma, je pense que j'en ai pas vu d'autres au cinéma, j'en ai rattrapé d'autres après, mais c'est pas si mal, et un film avec Dupontel, c'est quand même toujours mieux qu'un film sans Albert Dupontel, c'est quand même un acteur qui est très agréable, il a une filmo intéressante, Monsieur Dupontel. Et on va passer au 2e film en vrac. Je vais faire une petite note quand même pour me souvenir, parce que sinon...
sinon je me connais. Le prochain, c'est un film dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, ça s'appelle Le Prestige de Christopher Nolan. J'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps où j'en parlais sur ce principe de twist et de post-twist, le fait de redécouvrir un film après avoir découvert le twist, parce que ce film-là est très intéressant à ce niveau-là, il y a vraiment toute une deuxième lecture sur une intrigue qui n'apparaît pas du tout à la première lecture. Donc c'est un film que j'ai revu plus ou moins récemment pour les bienfaits de la vidéo que j'avais faite, et donc ça m'a permis de me rendre compte à quel point c'est un film qui est quand même très très bien écrit, qui est extrêmement méticuleux, c'est un vrai puzzle qui s'assemble et se désassemble et se réassemble devant tes yeux. C'est assez dingue. Il y a toujours ce point noir à un moment dans ce film qui est obligé, mais qui est l'apparition du fantastique, qui pour moi me perturbe beaucoup, et j'ai beaucoup de mal à passer ça outre, et j'ai beau l'avoir revu plusieurs fois, ça me bloque à chaque fois. Donc c'est l'histoire c'est un peu la compète entre deux magiciens, au début du siècle et comment ils arrivent à faire le meilleur tour, le tour qui impressionne le plus. Alors, au début, ils étaient collègues, après, ils deviennent vraiment concurrents et ils vont se faire des crasses par procuration de l'autre. Ils lisent chacun le journal de l'un et on ne sait jamais vraiment qui est en avance sur l'autre, qui sait quoi de l'autre. Enfin, c'est tout un espèce de jeu de piste un peu compliqué avec moult révélations. Et le film parle de la magie, de la prestidigitation, excusez-moi. Et fatalement, le film est construit autour de cette structure-là, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que, c'est dans la bande-annonce, hein, carrément, où il t'explique les 3 phases d'un tour de magie, avec le je sais plus quoi, machin, et ça finit par le prestige. On te fait regarder à droite pour, en fait, te cacher quelque chose à gauche, pour à la fin te révéler la chose, là où tu étais supposé regarder et tu avais oublié de regarder avant. Voilà. Et le film suit exactement ce procédé-là, où on va te donner des pistes, on va te créer des fausses pistes pour que tu t'y engouffres, pour au final te ramener sur les pistes principales et te surprendre. Voilà, donc il y a vraiment tout un jeu là-dessus. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un film qui parle des coulisses de la magie, et c'est un milieu qui est assez fascinant, le tour de magie. Évidemment, comme quasiment tous les films de Christopher Nolan, il y a toujours un parallèle entre le cinéma et le sujet qu'il est en train d'aborder. Donc la magie et le cinéma, c'est des choses qui sont extrêmement liées. Le côté artifice et c'est quoi le terme? Subterfuge ou bref, prédication, je ne sais plus le mot. Mais voilà, et donc ce film joue vraiment de ce côté-là, du fait de te cacher des informations, et donc de cacher des informations à l'audience, pour te surprendre, et en fait te faire comprendre plus tard que ce qui t'avait surpris, c'est un truc qui avait été mis en place bien avant, et que tu t'étais pas rendu compte qu'on te l'avait mis sous le nez, au moment où on te l'avait mis sous le nez. Et donc, comme je disais, c'est un film qui va parler du coulisses des magiciens, et si tu es fan de magie, tu découvres comment certains tours sont faits. Par exemple, le fameux oiseau qui disparaît avec un drap dessus, voilà, en fait, on se rend compte que dans le film, tous les oiseaux qui ont fait ce tour-là, ils sont crevés, quoi. C'est un film où c'est un jeu, enfin, c'est un tour de magie qui nécessitait de tuer des oiseaux. Donc c'était intéressant, ça fait partie de ces petits détails comme ça qu'on nous donne, et il y a vraiment des moments dans le film que je trouve assez fascinants en termes de narration et de dramaturgie et de révélation. Il y a plein d'idées sur ces fameux tours, et alors les tours, ils sont quand même assez grandioses. T'as ce fameux tour où Christian Bale, il est derrière une porte, il jette une balle, il ferme la porte, et de l'autre côté de la scène, t'as une autre porte, il l'ouvre, et il est de nouveau derrière la porte, à l'autre bout de la scène, comme s'il s'était téléporté, il récupère la balle. Et donc c'est genre un peu son grand tour, et ça qui est drôle, c'est que la carrière d'un magicien dans ce film-là, elle se construit autour d'un tour, quoi, vraiment d'un seul tour, et ça suffit. Et c'est assez fascinant de se rendre compte de ça, parce que c'est potentiellement vrai. Voilà, donc c'est un film avec des acteurs au top aussi. T'as Scarlett Johansson, t'as Hugh Jackman, t'as Christian Bale, t'as toute la troupe un peu de Michael Keaton. Je sais plus le nom de ce mec. Michael Caine, voilà, qui a un peu la troupe de Nolan, hein. Il va y avoir pas mal d'acteurs qui vont revenir dans d'autres de ses films. Christian Bale, Batman, Michael Caine, Batman. Bon, les femmes, pas trop. Étrangement, mais bon, il y a Scarlett Johansson qui reviendra pas, hein, dans Christopher Nolan d'ailleurs, qui a un rôle assez intéressant, qui n'était pas encore la Scarlett Johansson au summum de sa gloire, de toute façon post-Avengers, hein, c'est ça qu'il a lancé, et c'est quand même bien, c'est 2012, là on est en 2006, donc elle n'est pas encore la star internationale qu'elle l'est à l'heure actuelle. C'est pas forcément mon Nolan préféré, c'est un film que j'avais beaucoup de mal la première fois que je l'ai vu, et qui se redécouvre et s'apprécie de plus en plus. C'est potentiellement, je pense, son plus compliqué à écrire, honnêtement. Je pense que vraiment, en termes d'écriture, c'est peut-être le plus compliqué, parce qu'il est dense, il est très très dense, il arrive à très bien gérer ces différentes timelines, pas timeline, mais ces différentes temporalités, c'est-à-dire qu'on est dans le futur, dans le passé, il y a beaucoup de flashbacks et de flash-forward, et ça joue que là-dessus, et c'est un bon gruyère avec plein de trous qui sont assez compliqués à gérer, et franchement, il s'en sort très très bien. Après, il n'y a pas genre de séquence mémorable en termes de mise en scène ou de tension. Ça fait partie de ces films de Nolan qui sont finalement très
où on déroule une espèce de mécanique narrative, de mécanique de suspense et de surprise, mais je trouve que les personnages, en termes d'émotion pure, je m'attache pas nécessairement à eux, quoi. Je comprends un peu ce qu'on reproche à Nolan quand on parle de personnages fonction, tout ça. C'est-à-dire que là, pour le coup, il n'y a pas cette espèce d'héros auquel il y a du Jackman fait office de héros et Christian Bale aussi, d'une certaine manière. Il y a une vraie opposition entre les deux qui est fascinante. C'est peut-être cette opposition qui est le plus fascinant d'ailleurs. Mais il n'y a pas ce vrai côté où tu as un personnage qui te tient et tu as envie de suivre son parcours. Voilà, parce qu'il y a une forme d'antipathie qui se dégage des deux, qui est assez forte, mine de rien, et donc c'est pas comme Inception où tu as le personnage de Cobb joué par Leonardo DiCaprio qui te tient vraiment, qui arrive à faire en sorte que tu t'accroches à lui, même s'il est un peu antipathique aussi. Finalement, Nolan, il a pas mal de personnages antipathiques dans ses rôles. Bah écoutez, j'en ai parlé déjà de Prestige, mais c'était aléatoire, c'est tombé comme ça. Voilà. On va changer de film, on va passer au troisième film. J'ai enlevé la veste, il faisait beaucoup trop chaud. On passe au numéro 3. Et le numéro 3, c'est Don John, réalisé par Joseph Gordon-Levitt, avec Scarlett Johansson et Julianne Moore, si je ne m'abuse. Écoutez, c'est un film assez particulier, c'est un film sur un mec qui est accro au porno, qui est donc un addict au porno, et qui va avoir une relation avec Scarlett Johansson, et elle va découvrir qu'il est plus ou moins accro au porno, et ça va partir en couille. C'est une espèce de comédie romantique, mais pas si comédie que ça, même pas comédie du tout en fait, qui est donc la première réalisation, et peut-être la seule à l'heure d'aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires si Joseph Gordon-Levitt a réalisé d'autres films, donc Joseph Gordon-Levitt. Écoutez, c'est un film que je trouve pas mal, c'est assez intéressant. Déjà, le sujet est quand même rare, il y a peu de films qui ont décidé de traiter ce côté addiction au porno, qui est quelque chose d'assez récent et assez moderne finalement, qui peut être, qui mérite d'être évoqué, d'être discuté, d'être représenté à l'écran. Il y avait la série un peu pourrie, totalement pourrie là, de Netflix, Osmosis, qui essayait doucement de traiter ça avec un personnage, mais finalement c'était genre l'addiction au sexe, enfin, c'était très bizarre la manière dont ils en parlaient finalement. Alors que Don John, c'est un peu plus concret, crédible en tout cas. Le personnage est très bizarre, c'est un espèce de... à Montréal, en tout cas, on les appelle les Guido, c'est les immigrés italiens, donc c'est une espèce de cliché sur pattes, enfin dans le film en tout cas c'est hyper cliché, le mec il est là en Marcel blanc à bouffer des spaghettis avec sa chaîne, avec sa croix dans sa famille quand il retourne, et c'est donc l'immigré italien qui regarde des matchs de baseball à la télé avec ses frères et qui sont un peu tous super machos, et théoriquement le mec c'est genre un super macho quoi. Bon, je sais plus ce qu'il fait comme boulot, il est accro à salle de sport, et il vit sa vie en se disant que faut être un beau gosse et coucher avec des belles meufs. Et le personnage de Scarlett Johansson qui joue une espèce de pouf, mais enfin il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment une pouf qui dès qu'elle apprend que le mec regarde des pornos, elle le quitte direct, c'est genre ah t'es dégueulasse, tu regardes des pornos à Burke. Et il y a toute cette relation avec le personnage de Julianne Moore justement, qui est, je crois qu'il retourne à la fac pour je sais plus quelle raison, et il tombe amoureux de cette meuf, et c'est genre, il découvre qu'il a une relation qui est pas uniquement basée sur le sexe avec elle, enfin c'est assez bidon. Donc voilà, il y a un côté où je trouve que la forme du film est plutôt sympa, le sujet de base m'a intéressé, et j'ai trouvé ça agréable à regarder, mais après, il y a un côté hyper gnangnan, un peu sirupeux, pourri, avec une morale à 2 balles 6, en mode, en fait, c'est pas le physique qui compte, c'est la vraie beauté intérieure, enfin tu vois, un truc hyper niais, quoi. Bon, qui fait pas de mal non plus, enfin, si je me souviens bien, ça fait pas de mal, mais ça en fait pas un grand film pour autant. Voilà, ça fait partie de ces films plutôt sympas, que je trouve pas trop mal réalisés, qui tentent des choses en termes de mise en scène, c'est un peu cette espèce de mode à la Jason Reitman, un peu, ces espèces de films sur ces trentenaires, mais qui sont pas réalisés comme des films qui sont un peu plus réalisés entre ouais, enfin, vous savez, avec des utilisations d'infographie à l'écran, enfin, cette espèce de fausse mise en scène moderne dans certains films que je trouve bien faite, et dans celui-là, bon, ça passe, mais ça transcende jamais le sujet, quoi. Donc voilà. Après, voilà, pourquoi pas Dungeon sur un Don Juan, vous voyez, c'est Don Juan, Dungeon, et il y a un lien. Mais je l'ai vu qu'une fois, j'ai pas eu envie de le revoir. Mais je trouve que les acteurs étaient plutôt convaincants. Mais voilà, cette fin est c'est vraiment pas terrible, la fin. Ouais, pas terrible. Est-ce qu'on passerait pas au quatrième film? Si. Hein. Le quatrième film, c'est une comédie réalisée par Ricky Gervais, si je ne m'abuse. L'invention du mensonge, The Invention of Lying. Alors, c'est un film donc qui part d'un concept fort. Le concept, c'est qu'on est dans un monde où personne ne ment, le mensonge n'existe pas, le concept du mensonge n'existe pas, et un homme, Ricky Gervais, va découvrir le principe du mensonge, donc il va sortir le premier mensonge dans une société comme nous, hein, sauf que tout le monde est toujours sincère.
Alors l'idée est géniale de se dire ah putain mais c'est trop drôle, ça va voilà donc déjà t'as ce monde au départ où personne ne ment donc évidemment ça donne lieu à plein de trucs assez cocasses genre en mode comment tu me trouves aujourd'hui, ah bah t'as vraiment une sale gueule, enfin que des trucs comme ça où les gens sont hyper sincères et donc il y a un côté voilà la société elle est bah y a pas de non-dit, il y a pas de secret, tu vois c'est choquant, il y a un côté hyper premier degré qui est plutôt agréable dans le début du film où justement tu t'amuses avec à te dépeindre cette société là. Donc voilà, c'est le concept, ça fonctionne bien. T'as le début où il commence à mentir, qui est rigolo parce que, bah, évidemment, il est capable de se. Bah, vu que personne connaît le mensonge, tout ce qu'il dit est pris pour une vérité, quoi. Et donc il est capable de s'octroyer plein de choses et de manipuler les gens grâce à ça, Ricky Gervais, de réussir à sortir avec une fille s'il a envie. Enfin, il y a un côté manipulation grâce à cette espèce de super pouvoir qui se découvre, qui est le mensonge, qui est rigolo. Et après, le film part un peu en couille et va rentrer dans un délire un peu religieux, théologie sur. Voilà, sur la création de Dieu et tout ce principe-là, parce que lui, il s'embourbe dans ses mensonges, justement, il va de plus en plus loin, et il finit par devenir, ben voilà, enfin, un espèce d'évangéliste d'un Dieu qui crée comme ça pour essayer de se sortir de ses mensonges. Et ça va très très loin, et c'est là où le film se perd. Donc c'est un film qui part d'une bonne idée, mais qui est fondamentalement un peu chiant, et un peu mal fait, et pas dingue, en fait. Malheureusement, c'est pas très bien réalisé. Je pense pas que ce soit Ricky Gervais, le réalisateur. Je vais vérifier. Mais évidemment, Internet déconne au moment où j'en ai besoin. Classique. Ah ouais, non, c'est réalisé par Ricky Gervais et Matthew Robinson. Donc voilà, donc c'est vraiment un film de Ricky Gervais écrit par Ricky Gervais avec Ricky Gervais dedans. C'est un peu décevant en fait. C'est-à-dire que ça fait partie de ces films où tu te dis l'idée de base est tellement bonne qu'il y avait moyen de faire un truc jouissif et c'est jouissif un quart d'heure. Mais au-delà du premier quart d'heure, je me souviens m'être ennuyé profondément et ça devient de plus en plus ennuyeux quoi. Et c'est pas très drôle en fait, c'est pas très drôle. Alors ça joue sur cette espèce d'humour gênant de Ricky Gervais qui est gênant, qui est mal à l'aise et qui met les gens mal à l'aise et qui essaie de sortir de situations, qui s'embourbe dans des situations. Voilà, ça joue sur ce côté gênant d'un Ricky Gervais qui sort avec une meuf et la meuf lui dit qu'il est super moche, qu'elle s'attendait à ce qu'il soit plus joli. Et tout ce genre de trucs hyper méchants, enfin un peu voilà acerbe, cette espèce d'humour pas noir mais l'humour vénéneux un peu voilà. Ce côté Ricky Gervais où on fait pas de concessions et on s'amuse à être méchant et c'est ça qui est drôle. Mais ça tient pas ses promesses sur la longueur et c'est vraiment ça qui est dommage quoi. Donc c'est pas une mauvaise comédie en soi, enfin c'est pas un mauvais film, genre c'est pas affreux et l'idée suffit à être curieux de le regarder. Mais ça fait partie de ces trucs où en fait tu te dis ah c'est une super idée, mais ça marcherait mieux sur un épisode de série télé genre Rick et Morty quasiment. Tu vois sur un format 25 minutes, comme ça t'as le temps de présenter le monde et de montrer rapidement quelles conneries tu peux faire quand tu mens. Et t'as pas besoin de développer une histoire dessus. Et en fait c'est dès que tu essaies de créer une trame autour de ça, que ça part en sgeg et que ça fonctionne pas et que d'un coup ça va trop loin et ça devient plus très intéressant et surtout ça essaie de faire une espèce de commentaire sur la religion, ça essaie de tirer sur les religieux en disant regardez finalement en fait il invente la religion en mentant donc il a l'air de dire la religion ce n'est que du mensonge, attention ça dénonce voilà et c'est pas très intelligent, c'est pas très intéressant, c'est pas très subtil, c'est un peu encore une fois ça ressemble à Dungeon dans le côté c'est très niais finalement. Et ça se veut un peu genre corrosif. Ah, regardez, je balance sur les religieux, alors qu'au final, ça paraît juste un peu débile, quoi. Mais Ricky Gervais, il y a plein de gens qui l'aiment pas, hein, c'est pas pour rien. Parce que, voilà, il a ce côté où il peut être très drôle. Moi, je trouve que c'est un mec qui est à la fois très drôle et à la fois qui est très malaisant, mais pas dans le bon sens du terme, dans le sens express. C'est vraiment, t'as envie de dire, mec, tu t'excites sur des trucs tellement à deux balles, là, que tu me fais un peu de la peine. Voilà. Et on va passer au numéro 5, déjà. Ouais, je vais vite. Hein. Au numéro 5, on est sur du lourd. On est sur des films français, sur de la nouvelle vague, messieurs. Sur Monsieur Jean-Luc Godard, 1960. À bout de souffle, évidemment. Le film le plus étudié de l'histoire du cinéma. Je pense que chaque personne qui a été à la fac de cinéma s'est tapé à bout de souffle et a dû le décortiquer en long, large, travers, essayer de comprendre en quoi c'était un film qui avait révolutionné le cinéma. Alors c'est sûr que oui, d'un point de vue formel, c'est un film qui a changé la donne, qui a montré qu'on pouvait faire du jump cut, qu'on n'était pas obligé de respecter une continuité, de respecter des conventions de cinéma. Les personnages se tournent vers la caméra, ils parlent à la caméra. C'est très décousu, on fait des allers-retours quasi dans le temps. Il n'y a pas de règles. C'est vraiment un film qui se libère de toutes les règles et qui raconte juste l'histoire du personnage qui est interprété par Jean-Paul Belmondo. Je connais plus son nom. Serge, je pense, un truc comme ça, il a un nom un peu à l'ancienne, et qui va juste errer dans Paris, qui va draguer une américaine qui vend des journaux sur les Champs-Élysées, et qui est plus ou moins poursuivi par la police et par des mafieux, parce qu'il a commis un meurtre au début. En tout cas, au début, il tue des flics,
Mais pareil, c'est une narration qui est pas du tout appuyée, enfin c'est une espèce de bribe d'image que si tu arrives à capter ce qui se passe, y arrive. Bon, finalement, une fois qu'on te l'a, enfin tu comprends, mais je veux dire c'est pas, on n'essaie pas de te raconter une histoire vraiment de manière conventionnelle. Il y a vraiment un aspect explosion des règles, et c'est d'ailleurs ce qui a marqué à l'époque et ce qui fait qu'on l'étudie toujours aujourd'hui et qu'on en parle encore d'un bout de souffle, c'est parce que c'est un film qui s'est vraiment libéré de beaucoup de choses, qui a énormément essayé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est un fleuron de la nouvelle vague, et ce qui est très intéressant avec la nouvelle vague, c'est que finalement, au-delà du fait que ce soit des gens qui sont arrivés avec l'envie de briser des codes, majoritairement des critiques de cinéma, les gens qui bossaient pour les cahiers du cinéma à l'époque, les Truffaut, les Godard, mais bon, il y a d'autres mecs aussi, évidemment, un mec comme... ah, j'ai oublié son nom, la ligne de démarcation, là, comment il s'appelle? Chabrol qui fait partie de la nouvelle vague, même Romer, je pense qu'il faisait aussi partie de la nouvelle vague, ou je peux me planter, mais je pense que non. En tout cas, voilà, Godard, c'est quelqu'un qui est arrivé par ce film-là, grâce en fait à des avancées technologiques. C'est quelque chose que je trouve qui n'est pas assez souvent mentionné quand on parle de la nouvelle vague française, qui a conditionné beaucoup le cinéma américain qui va suivre. Hein. Les années 70, le nouvel Hollywood, c'est très influent. L'influence de la nouvelle vague est très forte. C'est qu'en fait, il y a une nouvelle pellicule qui est sortie à cette époque-là. Donc une pellicule qui était capable de filmer avec une moins grande quantité de lumière, une pellicule plus sensible, qui a permis donc de faire des tournages de manière un peu plus libérée, comme à bout de souffle, où vraiment tu prends ta caméra au point et tu vas dans la rue et tu es capable de filmer. Il y a eu un nouvel enregistreur sonore qui est sorti, qui permettait d'enregistrer du son de manière beaucoup plus facile en extérieur aussi, et comme ça un peu à la volée. Il y a eu une nouvelle caméra, beaucoup plus légère, voilà, donc il y a eu une espèce de panel d'avancées technologiques qui ont permis de créer des films de manière plus facile. Plus facile en termes de logistique, juste. Donc c'est pour ça, à bout de souffle, c'est vraiment un film où même le producteur, il n'y croyait pas une seconde. Il avait l'impression d'envoyer un zozo faire des films. Enfin, qu'est-ce que le mec faisait avec ses caméras dans la rue? Ils avaient une équipe de très peu de personnes. Il filmait un comédien comme ça, sans vraiment de scénario. Ça a permis de libérer en fait la manière de tourner, où il y avait moins besoin d'une logistique colossale qui nécessitait donc d'avoir une manière de préparer un film qui était beaucoup plus grosse, et donc une espèce de rigueur sur tout ce qu'on va faire. Là, d'un coup, ça a permis de se libérer de tout ça, de faire des choses de manière un peu plus impulsive, et c'est donc ce que À bout de souffle est. C'est un film qui est totalement impulsif, il y a une énorme part d'improvisation de la part des comédiens, même de la part de la mise en scène, de la part de ce qui tournait, de ce qu'il voulait raconter. Il y a un côté vraiment pris sur le vif, où on suit un personnage comme ça dans ses pérégrinations quotidiennes, dans un Paris, voilà, près des Champs-Élysées, tout ça. Et fatalement, ça a conditionné beaucoup de choses par la suite, parce que ça a pu... En fait, c'est plus la technique et le fait d'arriver avec une nouvelle manière de tourner qui a permis de casser les codes qui étaient installés avant. Donc c'est intéressant. Moi, personnellement, c'est pas un film que je me regarde souvent en mode « Ah, c'est trop bien, bout de souffle ». Je trouve qu'il y a des moments intéressants, je trouve que Belmondo, c'est clairement... Quand tu vois ce film, tu comprends toute sa carrière par la suite, en tout cas dans le charisme qu'il dégage. Le mec, il a un magnétisme, il chope la pellicule, c'est dingue de chez dingue. Jeanne, j'ai oublié le nom de cette comédienne qui va jouer dans le film adapté du roman de l'autre, là. Bonjour Tristesse. Jeanne Serberg, pardon, je suis nul avec les noms, vous le savez. Jeanne Serberg, pareil, elle a son petit accent américain, elle joue ce rôle de cette espèce de touriste qui est là, et il y a cet amour qui se crée, enfin cette espèce de relation hyper fugace et à la fois totalement libre. Donc ça raconte aussi quelque chose sur l'époque qui va arriver, sur ce côté, la libération sexuelle. Enfin voilà, c'est un film qui est plus que dans son époque, qui est novateur, qui est visionnaire, enfin voilà, qui va contenir tout ce que seront les années 60 en France et dans le monde, et voilà, qui est vraiment... C'est pas un pilier pour rien, en fait. C'est vraiment pas un pilier pour rien, aussi bien dans la forme que dans le fond, de ce que ça raconte, de comment ça a été fait, de par quoi ça a été fait, de par qui. C'est un film qui vient poser une base et faire avancer le cinéma dans une nouvelle direction. Donc c'est pas pour rien qu'on parle d'À bout de souffle tout le temps, qu'on parle de Godard et qu'on le met comme ça en espèce d'effigie de quelque chose d'énorme. C'est parce qu'il a réellement réussi à changer le cinéma. Enfin c'est con, mais voilà, c'est vraiment ça. Et c'est assez fascinant. Après il aura fait d'autres films par la suite, des films plus ambitieux. Godard, c'est un réalisateur, c'est passionnant d'en parler. Moi je m'y connais pas assez pour vous faire un cours dessus du tout. Mais en tout cas c'est un réalisateur qui a eu plusieurs périodes et tout vient d'À bout de souffle. Et à la fois c'est ça qui est génial, c'est qu'il a peut-être tout mis dans À bout de souffle. Tout ce qui viendra par la suite ce ne sera qu'une déclinaison de ce qu'il a fait avec son premier film, et c'est peut-être ce qui va aussi le perdre par la suite, et ce qui va faire que on retrouvera jamais le Godard du début, parce que il avait
quasiment tout dit trop vite, et c'est assez intéressant. Alors, il a quand même fait des films extraordinaires qui vont peut-être pas forcément dépasser à bout de souffle en termes de notoriété et d'impact, mais qui vont aussi marquer les gens. Un film comme Le Mépris, c'est un film qui a marqué toute une génération aussi. Donc sa carrière s'arrête pas dès le début du tout, loin de là. Mais voilà, je sens que c'est un réalisateur qui est peut-être allé trop vite, trop loin, trop fort, et qu'à un moment, tournant des années 70, avec un film comme La Chinoise et tout ça, il s'est peut-être vraiment perdu et il n'a pas réussi à emporter le public et à représenter l'époque. Et il y a un film que j'aime beaucoup, qui est Le Redoutable, qui parle de ça, et que je trouve assez admirable sur la manière de traiter Godard. Mais donc, à bout de souffle, évidemment, ça fait partie de ces espèces de passages obligés d'un cinéphile. Si vous vous intéressez à l'histoire du cinéma, au mouvement cinématographique, c'est un film tellement important qu'on ne peut pas ne pas le citer, ne pas l'avoir vu. Si on aime le cinéma, si on s'intéresse au cinéma, c'est important de se dire qu'un jour on va voir à bout de souffle, et de le voir, quoi. Parce que même si vous ne prendrez pas nécessairement votre pied en le regardant, c'est un film qui a tellement influencé le monde que voilà, c'est un passage obligé, vraiment. Et c'est pas pour rien que dans toutes les écoles de cinéma du monde, on passe au moins un moment dans un cours à bout de souffle aux élèves. Parce que, voilà, encore une fois, avec des films comme Les 400 coups, qui est beaucoup plus conventionnel, mais qui raconte aussi énormément de choses sur cette réappropriation des réalisateurs par leur récit. C'est-à-dire qu'on est dans une nouvelle manière de concevoir le cinéma, où c'est le réalisateur-auteur. Ce sera plus Les 400 coups qui racontent vraiment ça, mais avec le côté hyper autobiographique et tout ça. Mais voilà, on est vraiment dans un changement de paradigme qui va marquer au moins le nouvel Hollywood et beaucoup d'autres éclosions de cinéma, comme tout un peu la nouvelle vague japonaise aussi, qui arrivera à la même époque, avec des réalisateurs, je sais pas, comme Sogo Ishii, genre de mecs, qui sont encore une fois, qui découlent aussi de la nouvelle vague, quoi. Enfin, c'est vraiment une espèce de... Il y a un côté tentaculaire, en fait, de la nouvelle vague, où ça va contaminer, et ça va vraiment se propager dans tous les cinémas du monde. Parce que, aussi, il y a peut-être une manière je sais pas moi, de distribuer le cinéma qui à l'époque a aussi changé et le film a beaucoup plus voyagé qu'avant. Et ça a fait que ça a vraiment irrigué toute la planète. Donc un film très important, très important à bout de souffle. Et je pense que tout le monde pourra vous en parler et dire des choses intéressantes dessus parce que c'est un film très riche, tout en étant finalement très abordable quand on le regarde. Numéro 6, on va partir dans quelque chose qui est pas drôle du tout, mais qui a gagné pas mal de prix. Je crois que ça a gagné le prix à Cannes, peut-être la Palme d'Or. En tout cas, ça a gagné le César du meilleur film, je suis sûr. C'est Amour de Michel Haneke, donc avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. Voilà, il y a aussi Isabelle Huppert. Et c'est un film, tout simplement, sur l'agonie d'un vieil homme, si je ne m'abuse. Je crois que c'est lui qui est en train d'agoniser. Hein. Non, c'est pas lui qui agonise, c'est elle qui a fait une attaque, et donc qui est quasiment agonisante, et qui permet plus d'avoir cette espèce de relation de couple qu'ils ont. Et on va suivre le quotidien de Jean-Louis Trintignant, qui doit vivre avec cette présence chez lui, qui est sa femme, mais qui lui est plus vraiment. Donc c'est un film qui est quasi un huis clos, on est dans ce grand appartement haussmannien, il y a quelques séquences dehors et tout, mais très peu. Et c'est un film qui est horrible. Enfin vraiment, qui est le plus plombant qu'on peut faire. Je pense que dans cette décennie, c'est un des plus plombants que j'aurais vu. Qui est très dur, qui parle vraiment de la mort et de la vieillesse et du côté... quoi faire, quoi. Enfin, c'est froid, c'est horrible. Et bon, voilà, je raconte pas comment ça termine et comment ça se passe, mais c'est un film qui est... J'aurais pas grand-chose d'autre à dire que vraiment, si vous voulez voir un film dont la lenteur est douloureuse à chaque minute, et qui est volontairement douloureuse à chaque minute parce que tu vois la vieillesse et la mort arriver, et ce côté vraiment à quoi ça sert d'être là, c'est le film à voir, quoi. Après, c'est Michel Haneke, hein, c'est un réalisateur qui est connu pour sa misanthropie, qui est connu pour être quelqu'un d'assez pervers et de faire subir aux spectateurs des choses fondamentalement désagréables, mais ça fait partie d'une vraie expérience cinématographique. Un film comme Funny Game, par exemple, c'est peut-être le summum de son délire en termes de réussir à faire subir aux spectateurs de l'atrocité et de repousser le côté spectateur et voyeurisme de la chose. C'est un réalisateur qui manipule beaucoup le voyeurisme et qui te met toujours dans une position où tu te demandes qu'est-ce que tu fous là, quoi. Pourquoi tu regardes ce film à ce moment-là? Enfin, voilà, ça fait questionner énormément de choses sur le regard. Et c'est un film qui est comme une prouesse en termes d'acting, parce qu'on a deux personnes qui sont vraiment des quinquagénaires bien tassés, et qui jouent des rôles de quinquas, et ça se sent à chaque seconde. Tu te dis qu'ils vont pas peut-être mourir dans la seconde, tellement ils ont l'air d'être fragiles, et vers leur fin, quoi. Donc c'est assez traumatisant là-dessus aussi. C'est un film qui a marqué son temps, qui a marqué l'année où il est sorti, qui va, à mon avis, marquer vraiment les esprits. Après, il faut aimer ce style de cinéma.
faut savoir vers quoi on s'engage quand on va voir Amour. Mais ça fait partie de ces expériences qui te laissent pas indemne. Et moi, les films, je peux ne pas passer. Enfin voilà, c'est pas un film, genre tu prends pas ton plaisir devant Amour, c'est pas le terme du tout. Mais ça fait partie de ces expériences, un peu comme un bon film d'horreur où tu vas vivre des angouttes de l'angoisse et tout ça. Bah, c'est ce que je considère être de l'horreur domestique, une espèce de un film d'angoisse mais d'auteur, un peu un télo, enfin, tu vois, cette espèce de biais là où tu vis un vrai moment angoissant, un vrai moment dérangeant, où t'es mal tout le long, t'es mal après, mais c'est une expérience. Et c'est toujours agréable que le cinéma te pousse dans des retranchements auxquels toi-même, t'as pas réellement de raison de t'y confronter. Enfin, pour moi, je fais vraiment un parallèle avec le cinéma d'Haneke et le cinéma de Gaspard Noé, qui sont dans deux styles formels totalement différents, mais qui ont un fond commun sur la volonté de faire subir au spectateur une expérience éprouvante, vraiment éprouvante, que ce soit sur la violence, que ce soit voilà, sur la déchéance, sur le fait de faire souffrir ses personnages et de te faire souffrir avec, quoi. Il y a vraiment un parallèle qui est intéressant, et donc si on aime le cinéma de Noé, je trouve qu'on peut aimer le cinéma d'Haneke. Enfin, c'est vraiment un registre qui se répond et qui est assez intéressant à observer, dans deux styles qui n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir. Michel Haneke, c'est des plans fixes qui peuvent durer plusieurs minutes. Son film d'avant, c'était Caché, avec des plans de 18 minutes fixes, où il se passe pas grand-chose dans le cadre, mais ça fait partie de l'ambiance aussi. C'est ça qui est intéressant. Amour, c'est un film voilà, très contemplatif aussi, mais pas dans la beauté de la contemplation, justement, dans le côté, on fait du contemplatif pour te faire subir chaque seconde du film à bon escient. Enfin, tu sais pourquoi tu te tapes... Enfin, le temps n'est pas quelque chose qu'on essaie d'accélérer, justement, parce qu'on te raconte le temps long. Quelqu'un qui vit des journées interminables parce qu'il attend la mort, quoi. Donc c'est vraiment horrible. Et ça me fonctionne très très bien. Donc moi, c'est pas un film de chevet, hein, loin de là, mais ça fait partie de ces films où je suis content de les avoir vus et qu'un jour, quand je me sentirai bien, parce que quand tu te sens mal, je pense qu'il faut mieux éviter, je me le reverrai et écoute, je replongerai dans ce moment de mal-être assez violent. Voilà. Et donc on va passer au numéro suivant. Numéro 7, c'est une comédie qui est pas très connue en France, alors qui s'appelle en anglais Office Space, et en français elle s'appelle genre 35 heures c'est déjà trop. Je mettrai l'affiche à côté, le titre est un peu étrange. Alors, c'est genre la comédie de bureau à l'américaine, sur un open space, qui est plutôt sympa, qui est pas dingue. J'en ai peu de souvenirs. Je l'ai vu une fois, ça j'en suis sûr. J'avoue que j'ai très peu de souvenirs de ce qui se passe dans le film. Je sais qu'il y a juste une histoire où un mec a deux doigts de perdre son boulot parce qu'il y a des nouveaux mecs qui débarquent pour auditionner la société et faire en sorte que de gagner plus de profit. Donc ils se rendent compte qu'en fait lui il branle rien, quoi. Mais j'avoue que j'ai peu de souvenirs de ce qui se passe pendant le film. En fait, le seul truc dont je me souviens, c'est devenu un mème. C'est le boss qui fait That will be great. Genre, il demande toujours des trucs comme ça. Il dit That will be great avec une voix. Et ça a fait un mème qui est connu. Mais écoutez, je vais pas en parler 2 heures parce que vraiment, j'ai très peu de souvenirs. Tout ce que je sais, c'est que j'avais été agréablement surpris. Je me suis dit, putain, c'est une comédie que je connais pas. Et qui est pas très connue en France. Et je l'avais vu quand j'étais en Amérique du Nord. Et justement, c'était plutôt connu là-bas. Ils en faisaient souvent référence. Alors que ça fait pas partie de ces comédies américaines qui... c'est pas un truc comme Dumb and Number ou n'importe quel français, enfin, on connaît, quoi. Là, vraiment, ça fait partie de ces trucs quasi culturellement exclusifs aux États-Unis, dont, en France, on n'a pas vraiment eu l'écho. Et donc, si vous connaissez pas cette comédie, que vous aimez bien les comédies américaines, qui sont plutôt pas mal, et comédies américaines, si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'il y en a de moins en moins, et que c'est intéressant, parce que je voudrais peut-être faire une vidéo un jour là-dessus pour expliquer vraiment à quel moment ils ont arrêté d'en faire en fait des comédies vraiment qui fonctionnaient, les ricains, parce que c'est vrai, il y a quasiment plus de bonnes comédies américaines. Et donc là, si il y en a une que vous connaissez pas, 35 heures c'est déjà trop en VF, qui franchement se découvre avec un vrai plaisir. C'est vraiment une comédie qui fonctionne pas mal, avec une ribambelle d'acteurs que vous aurez vu un peu partout ailleurs, mais que vous n'allez pas forcément reconnaître, que vous attendez pas à voir forcément dans cette comédie, donc ça vaut le coup, ça vaut la peine. Franchement, allez la découvrir. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire parce que je m'en souviens très très mal. Et je sais pas si c'est dans ce film où il y a la mère qui fume des pétards et en fait on se rend compte que toutes les retraitées, elles passent juste leur temps à jouer aux jeux vidéo et à fumer des pétards. Et ça a l'air d'être genre la vie de rêve. Et le truc c'est que le film est sorti en 99, donc c'était assez précurseur, les grand-mères qui jouent aux jeux vidéo. Mais je sais pas si c'est dans ce film, peut-être que je confonds. Ça m'a donné envie de le revoir, de le faire tomber sur cette liste aléatoire. Donc peut-être que je vais le revoir bientôt. Numéro 8, Life of Pi, l'Odyssée de Pi en français. Alors c'est un film qui est adapté d'un livre, un super livre que j'ai adoré,
et que j'ai vu donc après avoir lu le livre, et ça a décuplé l'impact émotionnel que le film peut avoir sur moi. C'est un film que devait réaliser à la base Jean-Pierre Jeunet, sur lequel il a bossé pas mal d'années, et il n'a jamais réussi à le faire, notamment parce que le pitch, c'est un enfant indien dont la famille a un zoo, et ils essaient de transporter leur zoo, et donc tous leurs animaux, d'Inde jusqu'au Canada, où ils déménagent pour une nouvelle vie. Et sur le bateau qui les amène vers le Canada, il y a une tempête et un naufrage. Et bah voilà, le gamin se retrouve dans une barque avec divers animaux, notamment un tigre. Et donc bah, le challenge du film, ça a été de réussir à modéliser un tigre qui interagissait avec un enfant et que ce soit crédible visuellement. Donc Jean-Pierre Jeunet devait le réaliser à la base et finalement ça a capoté, il n'a pas réussi. Et c'est Ang Lee, le mec qui avait fait Hulk, Tigre et Dragon entre autres, qui va sortir bientôt Gemini Man avec Will Smith, qui s'y est collé. Et je trouve que c'est un des films qui a le mieux exploité la 3D avec les lunettes, hein, vraiment le côté profondeur, tout ça, que je suis allé voir au cinéma. Donc la première chose, le film est extrêmement intéressant à voir en 3D. Et de toute façon, Ang Lee est un mec qui a travaillé sur la 3D vraiment beaucoup. C'est celui qui a fait, récemment, il a fait le film... The Hard Walk of Fame of Billy Lynn, Billy Lynn, qu'il a réalisé en 120 images secondes en 3D, donc c'est un travail aussi sur la 3D, parce que le fait d'avoir beaucoup d'images secondes, ça accentue l'effet de 3D, ça fait que la 3D fonctionne beaucoup mieux. Je n'ai pas pu le voir comme ça, mais voilà, c'est un mec qui travaille la 3D, et le prochain Gemini Man sera normalement aussi disponible en 3D en 60 images secondes, donc ce serait intéressant d'aller voir ça, parce que plus tu as d'images secondes, plus il y a un côté lisse et un côté fluide, qui fait que la 3D passe, mais magnifiquement. Moi j'ai vu le Hobbit en HFR en 48 images secondes 3D, et c'était dinguissime, donc ça m'a changé ma vision de la 3D. J'ai enfin compris la 3D le jour où j'ai vu le Hobbit, je me suis dit mais c'est ça qu'en fait on me vend depuis le début et que j'arrive pas à percevoir. Et bon bref, donc l'Odyssée de Pi, ça a été tourné normalement en 25 images secondes, mais en 3D, et il y a vraiment des vraies idées très très fortes en 3D, notamment par exemple l'idée qui est connue, c'est celle du poisson qui saute devant les barres noires. Donc à un moment, il y a des poissons, et ils sautent carrément de l'écran. Donc à ce côté, vraiment, il s'amuse du cadre, et il utilise la 3D pour raconter le fait que les poissons sortent du cadre. Et donc il y a vraiment cette espèce de 3D qui est prise en compte totalement. Il y a des plans mais extraordinaires en 3D. Moi je me rappelle d'un plan où le gamin est dans l'eau au premier plan. C'est en avance enfin tu vois, il y a une projection du gamin par rapport à l'écran, et au fond, tout au fond, il y a le bateau qui est en train de couler, et c'est un plan mais à tomber par terre. Et la 3D joue énormément parce que tu es plongé dans l'eau avec lui, tu es perdu au milieu de cet océan, et il est perdu au milieu de la salle de cinéma à ce moment-là, qui est plus vraiment un écran. Enfin, c'est vraiment des plans comme ça, il y en a plusieurs. Donc c'était très très fort sur la 3D. Je trouve que c'est un film très beau, et une énorme poésie qui s'en dégage. J'adore le générique de début, qui est avec une très belle musique indienne, très calme, une espèce de balade indienne avec tous les animaux du zoo, et on sent ce côté, cette espèce d'harmonie de la nature, ce côté paisible. Après, l'histoire, moi, vu que j'avais lu le bouquin, il y a la lumière qui s'est éteinte, mais c'est pas grave. Vu que j'avais lu le bouquin, c'est une histoire qui m'a fait... que je connaissais, donc je savais où ça allait aller. Le bouquin est plus intéressant là-dessus, parce qu'il y a vraiment un espèce de questionnement sur la vérité, et le bouquin commence avec un mec qui vient interviewer donc, le gamin qui est supposé avoir vécu cette histoire, et le mec lui dit je vais vous raconter une histoire qui va vous faire croire à Dieu, quoi. Et en fait, toute l'histoire t'amène à te dire que cette histoire qui est invraisemblable, est-ce que c'est la vérité ou pas, et si c'est la vérité, pourquoi en fait tu croirais pas à Dieu. Enfin, il y a une espèce de parallèle, de chemin de pensée qui se crée avec une succession de manières de raconter l'histoire qui est assez intéressante, qu'on retrouve évidemment beaucoup moins dans le film, mais bon, le film est assez fidèle. Ils ont réussi à représenter visuellement des choses qui n'étaient pas évidentes, notamment cette espèce d'île carnivore qui sur un moment il s'arrête. Quand tu lis le bouquin, tu te dis waouh, putain, ça va être troublant quand même à mettre en scène ça. Et finalement ils y arrivent plutôt bien. C'est un film qui est joué sur le côté survivant, la relation avec le tigre et tout ça. Le tigre est très bien fait. Il y a des images connues sur internet où on voit le mec avec une peluche sur les genoux, et finalement il se retrouve avec un vrai tigre. Voilà, donc c'est un film qui fonctionne vraiment très bien. Si vous voulez aborder l'univers, je vous invite vraiment à découvrir le bouquin que moi personnellement j'ai adoré et qui vaut vraiment la peine. Mais le film est très bien, donc découvrez-le. Visuellement c'est très intéressant. Mais pour l'histoire, je vous invite d'abord à connaître le bouquin, plutôt que de découvrir le film d'abord. Mais après, c'est souvent comme ça, quand on lit un bouquin, c'est toujours plus immersif, on est plus pris dedans, ça dure plus longtemps. Enfin, voilà, c'est forcément, ça t'englobe un peu plus qu'un film. C'est très rare que les films soient réellement totalement au-dessus des bouquins. Et là, pour le coup, ça fait pas exception. Le film est très intéressant, mais le bouquin, je le trouvais meilleur. Après, c'est un peu... Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça
pas bien du tout. Il y a tout un discours sur les zoos où ça explique les bienfaits des zoos. Et alors ça, je pense qu'il y a énormément de gens qui défendent la cause animale, qui vont te chier sur ces chapitres-là en te disant que c'est une hérésie et qu'il faut absolument pas croire ce qui est dit dans le bouquin. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, ça a apporté à mon questionnement sur les zoos. Et voilà. Et bah écoutez, regardez-le en 3D si vous avez les moyens, c'est, comme je le disais, un des meilleurs films en 3D que j'ai vu de ma vie. Numéro 9, c'est un film du réalisateur de Star Wars 8. Alors j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les 50 meilleurs teen movies de tous les temps, mais très peu de gens ont vu cette vidéo, donc je vais repartir sur ce film. C'est Brick, qui est son premier film avec Joseph Gordon-Levitt, qui a réalisé le film numéro 3 de cette liste, Dungeon. Brick, c'est un film que je trouve assez intéressant, c'est un polar noir, vraiment hyper s'amusant de tous les clichés du film noir, et du polar noir avec le détective, le commissaire de police qui est genre hyper badass et machin, les mafieux, le chef de la mafia qui est un peu excentrique, bref, tous les clichés possibles, la fille qui disparaît, l'enquête, du détective un peu hard-boiled, tout ça, mais transposé dans un lycée américain, avec des lycéens. Donc c'est un film qui se prend totalement au premier degré, à te reconstituer cette espèce d'univers de film noir, mais dans un lycée. Donc tu as le personnage principal qui est joué par Joseph Gordon-Levitt, qui est là, et je crois qu'il y a même une voix off, où ça te raconte un peu, genre, ça commence limite par la phrase, genre, c'était pas une enquête comme les autres. Voilà, ça assume totalement son côté cliché film noir, mais en te le transposant dans un nouvel univers, et je trouve que c'est hyper malin. Parce que c'est un teen movie finalement, ça parle de teen, ça parle de lycéens, c'est totalement barré, mais ça assume à fond son concept. Et c'est pas évident forcément de rentrer dedans. Il y a, par exemple, la VO est assez particulière parce qu'ils utilisent un langage qui est très bizarre, donc c'est pas abordable tout de suite. Surtout si faut absolument regarder avec des sous-titres parce que franchement, si vous n'avez pas le slang de l'époque et tout, c'est très compliqué à comprendre. Mais c'est un film que je trouve assez fascinant, quoi. En fait, j'adore le concept de se dire, je prends un genre et je l'applique à un univers qui est pas du tout adapté à la base, mais je le fais hyper sérieusement, quoi. Donc vraiment, pour cette démarche, déjà, j'achète le principe. Pour toutes les cases qu'il arrive à remplir, le fait de réussir à te mettre vraiment tous les personnages emblématiques de ce style-là et de te les affilier au lycée. Enfin voilà, par exemple, le détective, enfin, le chef de la police qui va engueuler le détective et tout, c'est le proviseur du lycée, quoi. Il y a vraiment des séquences, tu changes dans ta tête, tu te dis, ok, là, c'est un flic. C'est un ancien flic, détective privé qui se fait engueuler par le chef de la police qui dit, arrête d'enquêter sur ce coup, c'est pas à toi de faire ça, tu vois, genre qu'il l'engueule, tu te dis, ça passe parfaitement, c'est magnifiquement transposé, quoi, ça fonctionne du tonnerre. Et après, voilà, il y a une plongée dans différents univers. Je trouve que la partie mafieux est un peu tirée par les veuches, avec ce personnage du mafieux principal qui est très 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 compliqué. Il y a un moment, ça devient difficilement crédible. Bon, voilà, je peux comprendre certains griefs que les gens font au film, mais le film, il est très alambiqué. Mais encore une fois, c'est génial, quoi. Je trouve que le concept est génial. Il y a eu un film français qui s'est pas inspiré de ça, mais qui est un peu dans la même veine, qui s'appelle Simon Werner a disparu. Je trouve qu'il y a un parallèle entre les deux, que tu sens qu'il s'inspire un peu de Brick pour créer son ambiance, qui est un peu là-dessus. Ce côté un peu, on prend un lycée, on va faire un genre un peu plus premier degré, sérieux, et on va pas représenter la vie de lycée comme étant une espèce de pantalonnade où on va se marrer, non, on va faire un film d'un autre registre que le film de lycée, quoi, dans le lycée. Donc ça, c'est assez fascinant, et je trouve que ça fonctionnait bien. C'est un film que j'ai revu plusieurs fois, et à chaque fois j'ai apprécié, et qui surtout... Joseph Gordon-Levitt, il est extraordinaire dedans, il n'y a rien à dire là-dessus, il joue vraiment bien. Il a ce personnage qui est toujours un peu cambré, qui a toujours les mains dans ses poches, enfin, il y a toute une gestuelle qui vraiment m'a plu. Les personnages ont tous des gueules, il y a vraiment un registre de personnages qui est assez surprenant et qui fonctionne de ouf. Et il y a cette espèce de cheerleader, enfin l'espèce de queen du lycée là, qui se fait faire des cunis dans sa loge à chaque fois. Enfin c'est hyper particulier, quoi. Et tu vois, il y a cette espèce de hiérarchie du lycée qui est racontée en sous-jacent avec ses castes et ses jeux de domination et d'influence, comme si c'était vraiment une espèce d'unité, une petite ville, quoi, une petite ville que certains dominent et dirigent et machin. Donc c'est assez intéressant. Et après, il y a toute cette histoire de la fille qui a disparu et cette enquête policière qui se tient, qui est pas évidente à suivre, qui est pas ce qu'il y a de plus harmonieux, mais qui fonctionne vraiment pas mal. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu Brick, franchement, c'est partie de ces films qui sont hyper intéressants à découvrir parce que c'est atypique et vous verrez pas ça deux fois, quoi. Et on arrive au dernier film de cette liste, de cette petite sélection des 10 films en vrac.
J'espère que ce concept vous a plu, mais vous me direz ça dans les commentaires. Vous me direz si vous avez de ces films-là qui vous ont marqué plus ou moins, si vous aimez les films dont j'ai parlé. C'est vraiment une sélection aléatoire, j'ai rien choisi, j'ai juste pris des films que j'avais vus en cliquant 10 fois d'affilée sur un site. J'ai utilisé divers sites internet, il y en a plein, vous tapez film aléatoire sur internet et vous tombez sur une liste de 15 sites qui proposent à peu près le même système. Donc j'ai varié pour être sûr de ne pas me tomber sur des films qui me proposent que des trucs d'une même époque, tout ça. Et donc le dernier, c'est un film indépendant, un premier film, un film qui a donné naissance à un réalisateur et un univers cinématographique, j'aime bien le rappeler. C'est Clerks, le film de Kevin Smith. Alors Clerks, ça raconte le quotidien de deux employés, ou qui sont plusieurs dans une supérette. Donc c'est un film indépendant, en noir et blanc, qui a été fait pour que dalle, et qui est donc le premier film de Kevin Smith, qui vraiment a un peu la démarche d'un Tarantino, Tarantino a voulu raconter un peu son fantasme de vidéoclub dans ses films en commençant comme ça. Et Clerks, c'est l'inverse. C'est de raconter en fait le mec qui se fait chier derrière son comptoir de vidéoclub plutôt que de raconter ce qui se passait dans sa tête. Et c'est un film qui a donné naissance à quasiment un sous-genre, enfin tout un pan de la comédie américaine. Je pense que des mecs comme Judd Apatow, ce genre de film, ils sont là parce qu'il y a eu Clerks avant en fait. C'est un film qui est génial, c'est deux mecs qui juste... Il y a un peu un côté aussi... comment il s'appelle, le mec qui est sorti... Jim Jarmusch, quoi. Enfin, c'est con, mais c'est vraiment un film, une comédie autorisante, fascinante, qui arrive à être pertinent sur son époque, sur sa jeunesse, sur ce qu'il représente, sur ce côté génération 90, qui attend rien, qui a aucun idéal... Voilà, enfin, ça en est dans la mouvance de ce que Fight Club va décrire par la suite. Enfin, ces années 90 là, qui sont une espèce de, même un truc comme American Beauty, enfin, cette espèce de questionnement sur la vanité de l'existence dans cette société américaine de l'époque où voilà quoi, on se fait chier, y a rien qui se passe. Et Clerks 1, c'est un film qui raconte ça, qui raconte des mecs qui vont avoir des théories sur les choses, qui te racontent... pour moi, j'y vois aussi un mec comme Richard Linklater qui est vraiment dans cette mouvance-là, qui juste te raconte des mecs qui racontent leurs histoires de cul, qui racontent les films qu'ils ont vus la veille. Et il va se passer plusieurs événements avec différents clients qui vont arriver. Et il y a toujours ce côté un peu loufoque. Il y a l'apparition des deux personnages qui sont Jay et Silent Bob, qui sont les deux personnages emblématiques de l'univers de Kevin Smith, qui sont des vendeurs de weed qui glandent sur le trottoir, quoi. Et donc il y a Jay qui est genre l'espèce de mec totalement loufoque, qui danse dans la rue, qui fait du faux karaté comme ça chelou, et t'as Silent Bob qui est le gros mec à côté de lui comme ça. Et voilà, c'est aussi une ode au comic book, ça, cette espèce de sous-culture, de la culture geek en fait, mais pas la culture geek cliché en mode Big Bang Theory, quoi, mais la culture geek des vrais geeks qui maîtrisent leur sujet et qui arrivent à te la transposer dans un film. Moi, Kevin Smith, c'est un réalisateur que j'aime énormément. J'attends la vidéo de Ace Modi dans sa nouvelle chaîne Low Cinéma, Low Film, je crois que ça s'appelle sa chaîne, qui va bientôt sortir, je l'espère, il sort toute une vidéo sur Kevin Smith. C'est un réalisateur qui est assez intéressant. Parce que c'est un réalisateur déjà qui est pas que réalisateur, il est aussi animateur de podcast, animateur de show télé, grand lecteur de comic books, scénariste. Il a aussi surtout réalisé... Enfin, en fait, il fait des Q&A, des espèces de one-man show, où en fait, le one-man show, c'est des gens qui lui posent des questions et il part sur des réponses, où il improvise et il te raconte des histoires. Il a une gouaille de ouf. Il peut te raconter des histoires qui lui sont arrivées de manière tellement dingue et géniale que t'es explosé de rire. En plus, c'est hyper intéressant. Et donc c'est un réalisateur qui est vraiment fascinant, qui a commencé avec très peu de moyens et qui a réussi à faire Clerks, qui a décollé grâce à ça, qui est pote avec Ben Affleck et Matt Damon, et c'est un peu lui qui les a lancés aussi, dans Mallrats, qui sera son film suivant, et c'est un mec qui a un univers cinématographique en fait. C'est-à-dire que ses films se déroulent, bon, pas tous, parce qu'après il a fait des films de commande et tout ça, mais en tout cas ses premiers se déroulent tous dans plus ou moins le même univers, et il y a toujours des références à l'un et aux différents films qu'il fait. C'est un film qui a fait un film comme Chasing Amy, qui est un film qui avait une protagoniste lesbienne assez tôt, ce qui n'était pas courant dans le cinéma. Alors il se fait tomber dessus par des lesbiennes parce que le personnage tombe amoureux d'un mec et donc finit pas forcément lesbienne. Donc ça tombe dans ce cliché de elle tombe dans le droit chemin en arrêtant d'être lesbienne. Donc il se fait un peu engueuler. Bon, voilà, c'est intéressant d'en débattre. Donc voilà, c'est vraiment un réalisateur que j'aime énormément et Clerks c'est peut-être son film le plus emblématique parce que c'est le premier. Il y aura une suite, Clerks 2, qui est totalement barrée, où là pour le coup il bosse dans un espèce de McDonald's et il y a Rosario Dawson par exemple, et il y a des scènes assez mémorables dans Clerks 2 aussi. Il y a un moment il s'est orienté, en fait il y a un moment dans sa vie il s'est mis à fumer de la bœuf, alors c'est marrant parce que t'avais l'impression qu'il faisait des films de stoner avant, mais en fait il fumait pas du tout, et c'est juste en observant ses potes qui étaient des stoners qu'il a un peu réussi à décrire ce délire là. Mais par la suite, il va devenir un vrai stoner et ces films vont pour le coup changer.
Et je me demande, devenir un peu moins bien, faut l'avouer, et je me demande si c'est pas un peu lié au fait que d'un coup il soit devenu stoner et il a plus ce recul sur la stone culture. En tout cas, il a son prochain film qui s'appelle Jay and Silent Bob Reboot, qui sort bientôt. J'espère qu'il va sortir en France normalement. Donc voilà, ce sera intéressant de voir ce qu'il est capable de raconter sur ces personnages qui traînent depuis donc Clerks 1, hein, ça date. Voilà, c'est un réalisateur, si vous connaissez pas, je vous invite à aller découvrir ses premiers films, il va vraiment le coup. Il a fait des films totalement barrés aussi, il a fait Dogma, qui est un film sur des anges qui viennent sur Terre pour se friter, mais avec des mitraillettes et tout, enfin c'est totalement n'importe nawak. Je me suis refait toute sa filmo il y a quelques années, il y a 3-4 ans, et bah, je m'en souviens plus si bien que ça, évidemment. C'est toujours le problème de regarder énormément de films, ça se mélange un peu dans ma tête. Mais voilà, je sais que j'ai tous ces films, j'hésiterai pas à me les remettre à un moment, et tu vois, là, ça m'a donné envie de me refaire Clerks. Ce genre de film, on peut le voir plusieurs fois, il y a toujours des choses à glaner, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des théories, c'est des gens qui discutent, et donc il y a énormément de choses à attraper de ces discussions qui peuvent sembler futiles, mais qui finalement révèlent beaucoup sur notre monde et sur l'époque qu'il a voulu décrire. Voilà, écoutez, c'est tout pour ces 10 films en vrac. J'espère que ça vous a plu. Le principe, comme je vous l'ai dit, c'était un podcast un peu audio quasiment. Voilà, il y a moi qui parle avec les affiches à côté. Et c'était pour vous accompagner durant ce mois d'été, pendant que vous faites un peu autre chose, que vous glandez, vous avez un monsieur qui vous parle de cinéma, qui vous parle de films aléatoires, et ça permet d'avoir sa petite dose de cinéma hebdomadaire. Je vais essayer de faire ça quasiment toutes les semaines, une fois toutes les semaines, une petite vidéo comme ça demande pas beaucoup de travail de ma part, et ça peut vous plaire. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, d'en faire d'autres, voilà. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux, ça aide toujours à ce qu'elle soit vue par le plus grand nombre, et ça motive toujours à en faire d'autres, parce qu'évidemment, si cette vidéo n'est vue par personne sur ma chaîne, je vais considérer que c'est pas bien, malheureusement. Il y a un moment où c'est comme ça que ça marche bêtement. Si personne la regarde, on a l'impression qu'on a fait de la merde. Alors que c'est pas forcément vrai, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et oui, c'est ça d'être youtubeur et de se faire avoir par les vues et tout ça. Mais c'est compliqué de pas être affecté par tout ça. Voilà, n'hésitez pas donc à partager, à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, un pouce vers le bas si vous avez été inintéressé, si vous avez trouvé ça inintéressant. Évidemment, vous pouvez me dire un petit mot sur les films dont j'ai parlé, si vous les avez vus, si ça vous a donné envie de les voir. N'hésitez pas, voilà, on en discute dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine. Vous pouvez aller sur mon Utip pour regarder des pubs et m'aider à mettre un peu de beurre dans les épinards. Vous pouvez aller sur le Tipeee, comme je vous ai dit au début, des meilleurs scénaristes d'Hollywood pour aider à financer ce programme qui a besoin de vous pour exister. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!